Transition toute faite pour le plateau suivant où l'on parlera d'un ouvrage très important pour l'association Torba qui fête son 10e anniversaire cette année, on le disait. Et d'ailleurs, à travers notre invité, on va saluer l'ensemble du collectif Torba. Bienvenue à vous, Karim Marhan. Merci beaucoup. Vous êtes enseignant-chercheur dans le domaine de l'agriculture à l'université de Blida. C'est ça, oui, tout à Voilà. fait. Et vous avez cette deuxième casquette de membre très actif, je dirais, au sein de ce collectif, le collectif Torba, qui est une valeur ajoutée au domaine de l'agriculture chez nous. On est plus une association de consommateurs qui cherchons à consommer sain, c'est-à-dire des produits de la nature, sans traitement chimique. Enfin, ça, c'est vraiment notre centre. Vous avez quand même diffusé cette culture de la permaculture. Oui, voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille et ça va. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont sensibilisés à la question. Oui. Et dans ce cadre, on organise avec un partenaire qui est aussi très important, c'est Filaha Innov. Donc c'est un groupe de réflexion et en même temps ils sont animateurs et organisateurs de salons agricoles. Tout à fait. Donc on organise une journée sur l'agriculture saharienne. Voilà, ce sera le 28 septembre prochain. Voilà, c'est ça. Voilà, justement dans l'espace de Filaha Innov. Exactement, on est logé chez ce groupe de réflexion, donc ils ont tout ce qu'il faut pour faire des événements. Pour faire des événements, pas pour faire des événements, mais pour poser les bonnes questions liées à l'agriculture, son développement, sa pérennité, son avenir aussi. Tout à fait, donc justement, il y a 4 ans, on a eu une première expérience, on a édité un livre, parce qu'en fait, il se trouve que l'agriculture saharienne a vraiment le vent en poupe. Donc maintenant, de plus en plus de gens s'y intéressent. Et donc, ça nous a donné l'occasion de faire une mise au point, où est-ce qu'on en est, comment on a démarré et les perspectives d'avenir. Voilà, il y a eu énormément d'intervenants parmi des spécialistes et des connaisseurs de ce domaine en particulier. De toute façon, nous, on n'est pas experts, on a invité des experts dans ce domaine. Et donc, on avait fait un bouquin. Mais avant le bouquin, il y a eu ces débats qui ont été lancés et ouverts aux citoyens également. C'est ça, on avait fait un webinaire parce que c'était à l'époque, c'était à l'époque de la Covid. C'était le Covid, donc on faisait que des webinaires. Mais à partir de là, on a enregistré tout ce qui a été dit et on en a fait un livre. Voilà, c'était des webinaires suivis en streaming par un large nombre, je dirais, de citoyens qui ont aussi apporté leurs remarques, enrichi le débat. C'est ça, c'est un débat citoyen et en même temps d'experts, de scientifiques. De toute façon, l'agriculture, ce n'est pas un domaine... Absolument. Ça concerne tout le monde, puisque ça concerne nous tous. On consomme tous des aliments, quoi. On va parler un petit peu de l'essence même de ce livre, Une agriculture saharienne sans les Oasiens. Donc, c'est déjà une question qui a été posée d'emblée en ouverture de cet ouvrage, paru aux éditions Arak, et qui fait la synthèse de toutes ces idées qui ont été donc ce livre, il y a 3 étapes. Il y a un rappel historique de cette agriculture qui a commencé, on va dire, selon la loi de 1983, où il y avait une attribution des terres au niveau du Sahara. Et donc, 40 ans après, on avait fait un peu le bilan de ce que ça a donné. Donc, le bilan était mitigé. Oui. Donc, parce que l'agriculture saharienne, ce n'est pas aussi facile que dans le Nord. Absolument, parce qu'il y a des contraintes très importantes. Il y a des spécificités aussi. Oui, voilà, donc tout a été expérimenté. Et donc maintenant, on voit mieux qu'est-ce qui peut marcher, qu'est-ce qui peut ne pas marcher. En vue aérienne, quand on survole l'Oued, par exemple, on voit l'apparition de tous ces cercles qui sont de plus en plus présents dans le paysage de cette région. En particulier, on reçoit énormément de pommes de terre de cette région, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez les wilayas de Biskra et d'El-Oued qui sont pratiquement les premières wilayas de production en termes de maraîchers. Et de dattes aussi, parce que c'est une grande région de production de félicicole.
Mais il y a également d'autres wilayas maintenant qui se développent actuellement, donc Ouergla, Timimoun, Adrar. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, comment dire, il y a eu cette volonté de développer l'agriculture à grande échelle dans ces régions. Tout à fait. Dans ces régions, j'y arrive. Oui. Mais en fait, ça ne fait pas l'unanimité parce que il n'y a pas eu de pôles qui se sont vraiment développés dans ce domaine. Il y a des initiatives, on va dire individuelles, des exploitations qui ont réussi, on va dire des success stories. Mais dans l'ensemble, il y a des hauts et des bas. Et donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de bien maîtriser le domaine. Et aussi, les choix de culture sont importants. Et c'est pour ça que on essaye d'organiser la deuxième journée samedi prochain pour voir surtout les solutions. Absolument. Quelles sont les solutions que l'on verrait et quel est le modèle d'agriculture qui s'adapte réellement à cette région qui est très difficile. En tout cas, vous avez une pensée pour les anciennes traditions. Donc, parce qu'il y a tout un héritage. Je citais l'Oued juste en guise d'exemple, parce qu'il y a le Rouat, il y a le Rout. Exactement. Et le Rout, c'était un savoir-faire millénaire. Alors, l'agriculture saharienne, elle est millénaire dans les oasis, et c'est ce qui avait réussi à l'époque, pendant des siècles. Maintenant, c'est moins d'actualité parce qu'il y a le développement moderne qui fait que c'est pour ça qu'on avait mis sans les Oasiens, parce que même les Oasiens se sont tellement développés que les oasis ont été un petit peu laissés de côté. Et c'est pour ça que l'agriculture moderne, elle est là pour venir la remplacer. Mais il faudrait trouver un équilibre, exactement. Entre les deux, oui. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, le modèle qu'on verrait en tant qu'association, on va dire écologiste, mais on est ouvert à toutes les discussions. De toute façon, ça sera un débat. Nous, on est ouvert on verrait très bien une agriculture centrée sur le palmier dattier. Le palmier, voilà. Vous proposez ce type je ne sais pas si vous avez modèle. Des photos. On a des images où l'on voit justement tous ces palmiers on a que vous présenté un petit peu le modèle que l'on verrait bien. Ce serait une palmeraie moderne. Donc, le rêve, ça serait... Dans l'image que j'ai vue, que vous m'avez envoyée, on voit des palmiers à perte de vue. Exactement. Et c'est vrai que c'est toujours possible, parce que avec des moyens rudimentaires, les Oasiens, les anciens Oasiens avaient réussi à faire, l'agriculture... Avec les moyens actuels, on peut développer des palmeraies. Maintenant, l'agriculture, c'est les industriels, c'est surtout ouvert aux grands entrepreneurs, on va dire. Mais il y a de la place également pour la petite agriculture paysanne. Les arbres fruitiers poussent très bien en marge sous les palmiers. Voilà, des palmiers, effectivement. J'ai vu ça. Voilà, donc le modèle, c'est quoi? C'est que il y a deux modèles actuellement. Il y a le modèle, on va dire, ultra-productiviste qui se base sur de la monoculture, et le modèle qui se base sur la diversification des productions. Donc c'est pour ça que dans les photos que je vous avais envoyées, donc il y avait le modèle, on va dire, écologiste, ça serait un modèle où on aurait de l'agriculture, on va dire, céréalière par exemple, avec également associé de l'élevage et associé de l'arbre. L'arbre, ça veut dire le palmier. Donc ça fait un écosystème qui ferait que le système sera résilient. Il pourra s'adapter. Et c'est comme ça que, en fait, les oasis sont nés, parce que Tazman, c'était un lieu de vie. L'oasis, avant tout, c'était un lieu de vie où les gens habitaient. Une certaine durabilité, en tout cas. Voilà. Donc ils avaient besoin de lait, de céréales, de légumes, de fruits. Donc il y avait de la production dans son ensemble, et c'est ça qui était résilient. Alors que l'agriculture, la monoculture, si vous voulez, c'est une culture, on va dire, qui ne dépend que d'une seule production. Et qui va rompre l'équilibre. Et c'est qui fait que c'est là où c'est difficile dans le milieu désertique de rester sur de la monoculture. Et c'est pour ça que les spécialistes qu'on va inviter et qu'on a déjà discuté dans le premier livre, ils parlent de rotation. Donc, ne pas faire qu'une seule production, de faire des rotations avec différents types de production pour garder la fertilité du sol.
Très bien. Ce sont des rencontres qui seront ouvertes au public le 28 du mois. Alors, prochain, bon, 28 malheureusement, septembre. la salle étant un peu Oui. exiguë, donc on l'a consacré surtout aux professionnels. Aux professionnels dans le domaine de l'agriculture. Ce qu'il y a, c'est que d'abord, on va faire un direct. Donc, les gens pourront accéder au débat donc, à travers notre page Facebook, donc Collectif Torba. Mais également, on va enregistrer ça, on va faire un spot, un podcast, voilà, qui va un peu résumer le débat. Et ça sera de la matière pour faire une deuxième édition avec justement, on va concentrer le débat sur les solutions qu'on proposerait à 3 niveaux. Donc les solutions sur le plan de la performance agricole, sur le plan de la durabilité et sur le plan de, on va dire, c'est-à-dire les territoires du Sud, ce sont des territoires à rendre social, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement des territoires où il y a de la production, mais où on peut y vivre. Absolument. Donc à faire un cadre de vie. Ça reste toujours, voilà, notre vitrine aussi. C'est aussi, comment dire, une belle vitrine de l'identité algérienne, parce qu'il y a tout un héritage dans Exactement. ces régions. C'est-à-dire au début, on pensait à la sécurité alimentaire. Après, on est passé à la souveraineté alimentaire. Ça veut dire comment être complètement autonome sur le plan national, ne pas dépendre des conditions, des conditions, voilà, donc de ce qui se passe dans le monde. Oui. Et la troisième, ça devient un lieu de vie. Donc le rêve, ça serait que le désert se transforme en un lieu de vie pour nos populations, pour qu'on puisse y vivre agréablement. Et ça peut se faire qu'avec des oasis, on va dire, modernes. Voilà. Et dans ce sens, excusez-moi, donc samedi prochain, on va inviter des architectes qui s'intéressent à l'urbanisation, et ils vont nous proposer des modèles urbains de villes sahariennes dans lesquelles il y aura de la nature. Inspiré de l'architecture de terre de nos ancêtres, certainement. Exactement. En tout cas, on est ravis de vous avoir reçu ce matin, M. Karim Rahal. Ça nous a permis de parler de Torba qui fête son 10e anniversaire. Alors, joyeux anniversaire à tous les membres de ce collectif. On rappelle que vous êtes justement co-organisateur avec Filaha Innov pour cet événement qui aura lieu le 28, à partir de quelle heure? De 9h. 28 septembre, à partir de 9h, toute une journée consacrée à des réflexions très positives en faveur de notre agriculture. On rappelle que vous avez aussi tout un programme de stage permanent justement dans la permaculture, nos activités, des campagnes de reboisement de qualité, on dira, avec vraiment des véritables, très bien. Voilà, des sorties pédagogiques. On parlait des enfants, les enfants ne sont pas en reste dans vos programmes, des jardins partagés en porte ouverte souvent, les Motmorat, donc on parle de sécurité alimentaire, voilà, la semence locale et de la sécurité alimentaire, l'agroforesterie et j'en passe, parce que c'est tout un programme très riche qui vous honore en tant que collectif Torba, donc qui veille au grain par rapport à notre, pour rester dans le même jargon, donc avec les grains, dans le domaine de l'agriculture. Merci infiniment. Je rappelle que vous êtes chercheur et universitaire, donc vous dépendez de l'université de Blida. Voilà, dans la faculté agro-vétérinaire. Très bien.